Donc c'est bon, tout le monde m'entend? Oui, tout le monde t'entend. Ok, super. Donc, écoutez, bonsoir tout le monde. Donc, je vais en profiter ce soir pour vous présenter mon dernier ouvrage qui est sorti donc en mars 2020, qui s'appelle Geek Theory et qui malheureusement a souffert à l'époque du confinement lié à la crise du Covid. Et donc, je n'ai pas pu le présenter puisque non seulement il a fallu fermer les rayons de librairie, puisque la littérature devenait non essentielle, que les salons, effectivement, à l'époque, les salons de livres ont dû être annulés. Et donc, effectivement, j'ai raté le lancement littéraire de ce bouquin. Donc, malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas eu trop d'occasion d'en parler. Donc, j'en profite voilà, ce soir pour revenir un petit peu sur cet objet littéraire qui était à l'époque pour moi une première, puisqu'il s'agit d'un roman et non d'un essai psychanalytique. Voilà, donc c'était intéressant de revenir dessus, voilà, notamment par rapport à une thématique qui m'est bien évidemment très chère et qui est liée à la culture geek. Donc, j'avais préparé donc, certaines choses, notamment peut-être commencer par situer le roman. Euh, on est dans quelque chose, dans un horizon littéraire qui s'enracine dans un style que je fais remonter à Rabelais. Donc, je suis, disons qu'en matière de littérature, je suis plutôt effectivement assez sensible à ce type de langage, hein, le langage dit populaire, le langage un peu grivois. J'aime beaucoup donc Rabelais, j'aime beaucoup Céline, j'aime beaucoup Frédéric Dard, j'aime beaucoup aussi les auteurs américains, surtout ceux qui ont été influencés par Céline, comme John Fante ou Charles Bukowski. Et c'est vrai que j'avais écrit ce roman parce qu'à l'époque, je me disais, voilà, c'est une thématique qu'aurait dû traiter Michel Houellebecq. J'étais frustré à l'époque de ne pas trouver de roman sur ce sujet-là. Et je me suis dit, bon, autant l'écrire. Voilà, moi, je pourrais me faire plaisir moi-même. Et donc, c'était un petit peu mon défi de pouvoir lire quelque chose dans cet esprit littéraire-là, mais sur un sujet que j'affectionne tout particulièrement et qui est lié à la culture geek, hein, ce qu'on appelle communément geek. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous lire quelques passages. Je ne suis pas ce que l'on appelle communément un digital native pour désigner ceux qui sont nés dans les nouvelles technologies. Je suis plutôt une sorte de geek de la première heure, un nerd qui a eu l'occasion de vivre une bonne partie de son existence à l'extérieur de la matrice. Mais qu'est-ce qu'un nerd? Il s'agit du premier terme utilisé pour définir une personne solitaire, passionnée par l'informatique, les sujets scientifiques, la science-fiction et la philosophie. C'est la première génération geek, dont la figure la plus célèbre demeure Bill Gates. Un nerd est un petit génie boutonneux, avec une culture scientifique étendue dont la vie sociale reste relativement pauvre. Vient ensuite d'autres termes, comme le hacker, qui est un spécialiste du piratage informatique, puis le technophile, qui voue un véritable culte pour les machines. Plus récemment, on trouve des otaku, fans de manga, et des no-life, cyberdépendants qui n'ont plus de vie sociale et qui passent leur temps à errer sur le net sans but. Les gamers et les rôlistes, quant à eux, représentent la catégorie la plus sociable, car ils jouent en ligne de manière communautaire. Et puis vient les kikus, les plus immatures et incultes, qui soient ainsi que les trollers, ces faiseurs de fake.
Geek est finalement un terme générique utilisé de manière populaire pour englober tous ces différents profils. Par contre, tous ces profils révèlent souvent de nombreux points communs. Solitude, misère affective, absence de valeur, paresse, perte du réel, narcissisme exacerbé, repli sur soi. Je suis bien entendu moi-même le reflet de tout ce désenchantement, bien que, contrairement aux nouvelles générations, j'ai eu l'occasion d'expérimenter plus profondément la vie hors ligne. Gamin, j'étais abonné à Pif Gadget et je jouais aux billes avec mes potes. Les jeux online ont aujourd'hui remplacé les billes. Fini les boulards, les calots, les pépites, les agates. C'était un temps où l'immédiateté, l'ubiquité du net n'avaient pas leur place. On se contentait de compter les billes qu'on possédait. Bien entendu, les premiers jeux vidéo ont débarqué dans nos salons et nous en sommes tous tombés éperdument amoureux. Mais nous n'avions pas laissé pour autant nos vieilles habitudes. On a continué à jouer aux billes jusqu'au collège, juste avant que les meufs viennent s'immiscer dans nos pensées quotidiennes. Donc, vous voyez, un petit peu pour introduire le monde imaginaire voilà, que j'ai inventé de toutes pièces, hein, bien évidemment. C'est des personnages, c'est une ambiance. Tout ça, quand même, démarre à partir, je dirais, d'une expérience personnelle. Hein. Il y a plusieurs façons, je dirais, d'écrire ou de produire de la littérature. Je pars, je dirais, de plusieurs expériences infantiles. Donc, moi, je suis un enfant des années 80. Donc, j'ai vu débarquer effectivement dans les salons de famille des consoles, des machines où on pouvait tisser, je dirais, un lien particulier avec, par exemple, des jeux vidéo. Donc, je dis souvent, c'est vrai que moi, j'ai vu débarquer ces jeux vidéo et l'expérience qui m'a, à l'époque, qui m'a frappé et qui, par la suite, c'est l'expérience sur laquelle j'ai eu envie de construire une théorie, c'est ce que j'appelle le lien entre les personnages imaginaires. Donc, c'est vrai que généralement, vous savez que les enfants ont tendance à s'inventer voilà, des relations avec des amis imaginaires. Moi, la manière dont j'ai vécu, et je pense qu'on n'était pas, j'étais pas le seul, hein, on était de nombreux enfants à l'époque à vivre un lien avec ces personnages de jeux vidéo. Donc, vous les connaissez tous. Il y a Mario Bros, il y a Sonic, il y a différents personnages de manga, il y a les Marvel Comics, donc tout ce qui est Spider-Man, Batman, etc. Donc, tous ces personnages-là, eh bien, à un moment donné, dans les années 80, il y a eu une rencontre entre des personnages imaginaires et les technologies émergentes. Donc, on a des machines. Donc, en gros, on trouve d'un côté les ordinateurs. Donc, vous connaissez PC, IBM. Donc, d'un côté, il y a Microsoft, tout ça. Donc, des grandes marques qui vont produire donc des ordinateurs sur lesquels on va pouvoir effectivement jouer à ces jeux vidéo. Puis, les consoles de jeux qui vont populariser, bien évidemment, le jeu vidéo et qui font qu'à l'époque, dans les années 80, eh bien, tous les gamins vont pouvoir rentrer en contact avec ces univers vidéoludiques. Sans qu'on s'en rende compte, finalement, c'est une relation à des personnages imaginaires qui, tout d'un coup, vont se créer. À l'époque, il existe des clubs, des numéros de téléphone. Alors, autant on pouvait appeler le Père Noël et lui soumettre notre liste de cadeaux, mais il existait aussi, par exemple, le club Nintendo, et on pouvait envoyer un courrier et nous adresser à Mario Bros pour lui demander de l'aide en tout genre. Donc, effectivement, il y avait cette idée qui était extraordinaire pour nous en tant qu'enfants, c'est de pouvoir s'adresser directement aux personnages imaginaires. Et donc, autant on se rappelle qu'en tant qu'enfant, on joue très facilement le jeu quand il s'agit d'un Père Noël, mais quoique avec le Père Noël, ça reste toujours très limité finalement.
puisque c'est toujours une histoire finalement de liste de cadeaux. Là, pour la première fois, avec ces personnages de jeux vidéo, on peut demander des choses qui débordent, je dirais, le cadre de Noël. Puisque ces personnages de jeux vidéo abordent des thématiques qui sont beaucoup plus complexes. Car quand vous rentrez dans ces univers-là, vous rentrez aussi dans des univers mythologiques à la manière de ce que racontaient les Grecs ou les Égyptiens à d'autres époques. Donc, je pense notamment à Oedipe, à Hercule, à Osiris, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des univers mythologiques que je qualifie de postmodernes, donc qui sont proches de notre époque, et qui parlent des problématiques qu'on rencontre dans la vie. Ainsi, il y a beaucoup de jeux vidéo, je pense par exemple à The Legend of Zelda, qui raconte l'histoire d'un rapt, donc une princesse qui se fait kidnapper, d'un un jeune gamin qui devient le héros et qui doit sauver un royaume, donc qui joue au chevalier. Donc il y a une sorte d'épopée qui renvoie à des vieux mythes et qui permettent qui permettent aux enfants que nous avons été de pouvoir effectivement jouer un rôle. On est à une époque où il y a cette pratique sociale qui consiste à jouer un rôle. C'est ce qu'on appelle le jeu de rôle, donc, qui existait dans les années 70 à travers Donjons et Dragons, donc à travers effectivement ce qu'on appelle le rôlisme, et qui s'est un petit peu transporté dans l'univers vidéoludique. Ce qui fait qu'on a eu plein de jeux d'aventure où on peut jouer un sorcier, un chevalier, un voleur, un brigand, etc. Donc, on peut commencer en tant qu'enfant à inventer et théâtraliser nos propres vies. Bien évidemment, quand on est enfant, et vous le savez tous plus ou moins, on rencontre des problématiques liées à nos vies de famille, liées à nos problèmes à l'école. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où j'étais maltraité par les camarades de classe pendant les cours de récréation, et j'ai le souvenir très précis où justement j'essayais de demander de l'aide à ces personnages imaginaires. Et d'une manière ou d'une autre, le fait de m'adresser à ces héros imaginaires, ça m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire au niveau moral, ça m'a permis de mieux supporter, de mieux faire face, je dirais, à un quotidien qui était douloureux. Donc, bien évidemment, je l'ai compris bien plus tard. Ça a été… Donc, d'abord, il y a une expérience infantile, et quand j'ai commencé mes études et qu'il a fallu choisir un sujet de recherche, j'ai quand même eu envie de traiter cette question du lien imaginaire avec un personnage mythologique. De me dire à quoi ça renvoie, quel est l'impact sur la construction psychique d'un enfant. Alors, il y avait des choses qui avaient déjà été faites en psychanalyse. Je pense notamment à Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Mais véritablement, l'auteur qui m'a le plus influencé, c'est Carl Gustav Jung. Parce qu'il parle effectivement du personnage archétypique, et il parle du lien effectivement qui peut exister entre le moi individuel et un personnage imaginaire. Et le fait que ce lien, il existe de plein de façons, bien évidemment, ça renvoie à certaines pratiques dites religieuses. Il suffit d'observer comment, par exemple, les Romains se comportaient vis-à-vis de leur Dieu, et on se rend bien compte que ce lien entre l'individu et le héros ou le Dieu, c'est un lien qui existait pleinement et qui avait des effets au niveau à la fois de l'évolution psychique, mais également au niveau de l'évolution socio-culturelle. Il y aurait bien évidemment énormément de choses à dire. Ce que j'ai voulu montrer à partir de mon expérience infantile, ce que j'ai voulu théoriser, c'est surtout par rapport à certaines postures qui visaient à dire que la société occidentale, à partir donc de la fin du XIXe siècle, connaît une sorte de désacralisation
c'est-à-dire qu'on rentre dans un univers, dans un monde sécularisé, c'est-à-dire que pour l'homme moderne, le centre de la vie, ce n'est plus Dieu ou la relation au sacré. On rentre effectivement, et ce qu'expliquent la plupart des sociologues, des philosophes et des psychanalystes, c'est qu'on est rentré avec la modernité dans une période où on a changé de paradigme, où le travail et l'argent deviennent les centres de nos vies. Il faut bien essayer de comprendre que selon les époques, on n'a pas le même centre de vie. Si vous prenez le cas des chrétiens au Moyen-Âge, ce qui comptait dans la vie d'un chrétien au XIe siècle, c'était le salut de son âme. C'est-à-dire que chaque journée de sa vie était tournée vers le salut de son âme. C'est comment je dois me comporter vis-à-vis de Dieu pour pouvoir espérer aller au paradis, ne pas aller en enfer. Donc, il y avait effectivement cette préoccupation qui était au centre de la vie des chrétiens à l'époque. Vous comprenez bien que ce n'est plus la préoccupation qui nous anime en 2023 en France. Les préoccupations, elles sont autres. Aujourd'hui, je dirais, pour caricaturer, notre principale préoccupation, elle est liée au fait que nous ne vivons plus dans un ordre chrétien, mais tout simplement dans un ordre capitaliste. C'est-à-dire que c'est l'ordre idéologique dominant dans notre société française ou européenne. Ce qui fait que le centre de notre vie, c'est le capital. C'est combien on gagne. L'argent. Donc, c'est devenu effectivement le centre de vie. Je parle de manière globale, au niveau de comment effectivement la société, elle fonctionne, puisque elle fonctionne selon un ordre qui est bien évidemment, il faut le rappeler, un ordre imaginaire. C'est-à-dire tout ce qu'on vit est le produit d'une fiction. L'argent est, qu'on le veuille ou non, une fiction, une invention. L'argent n'existe pas dans la nature. Je tiens à rappeler que ça ne pousse pas dans les arbres. C'est important de le préciser. Je sais qu'on y donne une valeur qui est importante, et même en psychanalyse, on lui donne bien évidemment une valeur, mais c'est parce qu'on l'a investi de manière imaginaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie au livre Sapiens de Yuval Harari, voilà, que vraiment je trouve très pertinent. Alors, il y a des aspects critiques, mais je trouve pertinent parce que ça permet quand même, le sous-titre, c'est une brève histoire de l'humanité. Et ce que j'aime bien dans cet ouvrage, c'est qu'il a quand même un côté pédagogue, et il insiste bien pour dire que l'histoire de Sapiens, c'est l'histoire de plusieurs mondes humains isolés. C'est comme finalement notre histoire, c'est l'histoire de plusieurs planètes. Donc entre les chrétiens, les romains, les chasseurs-cueilleurs de l'époque paléolithique, les Français, les Japonais, etc., les bouddhistes, les musulmans, finalement, ça renvoie à plusieurs mondes, plusieurs planètes, et où effectivement, on ne partage pas forcément les mêmes codes, les mêmes valeurs, les mêmes us et coutumes, le même centre de vie. Donc, c'est très intéressant, voilà, parce que ce qui nous dit, c'est que malheureusement, en Occident, on est quand même assez ethnocentré. C'est-à-dire qu'on pense souvent le monde comme si c'était une seule unité. Peut-être le défaut justement de la mondialisation, c'est de croire que le monde, c'est une sorte de méga-monde et que tout serait pareil. Je pense que c'est le problème aussi de l'universalisme, de croire que tous les êtres sur Terre pensent de la même manière, fonctionnent de la même manière. Et je trouve que c'est encore plus ancré, je trouve, dans la mentalité française. On a vraiment cette impression que tout tourne autour de notre culture. Et donc, pour ça que je vous renvoie à cet ouvrage qui permet justement de nous décentrer, de comprendre que effectivement, on ne vit pas tous sur la même planète. Et je crois que c'est important de le rappeler, de bien comprendre, et surtout dans notre métier de psychanalyste, on a tous nos différences,
et que c'est justement aussi parce qu'on a des différences qu'on peut s'enrichir les uns les autres. Mais que c'est important aussi de respecter ces différences et de ne pas forcément être choqué et heurté parce que l'autre diffère de moi. Je crois que c'est un effort qui est indispensable et c'est vrai que je trouve que Harari réussit ce tour de force dans cet ouvrage. Donc, moi, je suis parti à l'origine sur une théorisation assez simple. C'est qu'on vit une société donc moderne où voilà, le centre d'intérêt, c'est l'argent, c'est gagner sa vie. Donc, il n'est certainement pas question de construire sa vie par rapport à une relation avec un personnage imaginaire. Et justement, j'ai voulu essayer de montrer que, et pourquoi pas. Et pourquoi pas penser qu'il y aurait une sorte de survivance d'anciens systèmes religieux, comme par exemple l'animisme. Vous savez que dans l'animisme, il est question aussi de relations avec ce que l'ethnologue Philippe Descola appelle les non-humains. C'est-à-dire, vous prenez le cas de certaines tribus amérindiennes, comme les Guayakis par exemple. Les Guayakis ont un système économique qui implique des humains, mais également des non-humains. Et ces non-humains, ça peut être à la fois des animaux, tout comme ça peut être des esprits, des fantômes. Donc, ce sont des entités imaginaires, mais qui jouent un rôle dans le modèle économique de ces tribus-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines tribus, on fait des mariages entre des hommes et des entités imaginaires. Donc, on peut, par exemple, dans une même famille, on peut se retrouver cousins, soit avec un animal, soit avec une entité imaginaire. Et donc, il y a tout un ensemble de relations avec ces personnages-là. Donc, ils font partie, si vous voulez, de la vie intégrante des Nambikora, des Guayakis, de la plupart de ces Amérindiens-là. C'est en gros ce qu'on qualifie aussi d'animisme. On retrouve aussi la même chose dans le totémisme. On le retrouve la même chose également dans le polythéisme grec ou romain, c'est-à-dire que les Grecs ou les Romains entretenaient aussi des relations avec ces entités imaginaires. C'est la même chose chez les Gaulois. En ce moment est sorti, je crois, Astérix, je crois, et l'Empire du Milieu, mais chez les Gaulois, c'est pareil. Hein, on entend souvent Astérix dire partutatis. Et quand on dit partutatis, c'est parce qu'on s'adresse effectivement à une entité imaginaire et que cette relation-là, elle est au cœur de la vie quotidienne des Gaulois, des Romains, mais également des chrétiens. Il faut savoir que paradoxalement, les chrétiens ont aussi entretenu le polythéisme. Alors c'est bizarre parce que le christianisme a fait sortir le polythéisme par la grande porte, mais le polythéisme est revenu par la fenêtre. Ce qui a fait que dans le christianisme, on est venu à créer le culte des saints. Donc, par exemple, la déesse Brigide dans la mythologie celte, c'est devenu chez les chrétiens Sainte Brigitte. Et vous verrez que voilà, dans le christianisme primitif, il y a un saint pour chaque maladie, pour chaque corporation de métier. Donc, il y a un saint pour chaque ville et qu'il existait chez nos ancêtres chrétiens une relation avec une entité imaginaire. Tout ça, bien évidemment, dans l'histoire, ça s'est dégradé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'Inquisition qui débarque, le fait qu'il y a un pouvoir politique qui interdit ces relations avec ces entités imaginaires. Donc, il y a ce qu'on va appeler l'iconoclasme en Occident. Ensuite, effectivement, la science moderne débarque et on va de plus en plus rationaliser la vie sociale de Sapiens jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle une période de sécularisation, le fait que effectivement les dieux, les entités imaginaires n'ont plus à être la préoccupation de l'homme d'aujourd'hui. Et ça, c'est acté
au niveau du droit, au niveau de la politique, au niveau de l'économie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour autant, et c'était là mon interrogation, avec ce qui se passe avec cette nouvelle technologie, donc comprenez bien que la technologie essentielle du geek, c'est l'ordinateur. L'hypothèse de départ, c'est de dire que cet ordinateur réintroduit justement la relation avec ces personnages imaginaires. Que malgré le fait que l'ordinateur, que Internet ait été conçu par des organismes militaires, etc., et qu'il y a eu une fonction d'abord rationnelle, paradoxalement, dès l'instant où on a voulu créer des réseaux, eh bien, l'être humain a créé derrière tout un ensemble de mythologies. Et donc, très rapidement, à partir des années 70, les programmeurs, à l'époque, ont commencé à inventer des jeux. Space Invader, Pac-Man, etc. Et très rapidement, on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore et, je dirais, à commencer à délirer sur tout un ensemble de personnages mythologiques, d'aventures mythologiques. Et aujourd'hui, vous voyez, le résultat est tel que l'industrie du numérique est la première industrie au monde. Et quand vous voyez le catalogue aujourd'hui du nombre de jeux vidéo, quand vous voyez, je veux dire, même ma grand-mère, elle a fini par s'y mettre. C'est vous dire à quel point le jeu vidéo a eu un impact considérable dans le sens où ça a quand même fini par toucher toutes les générations. Donc, alors qu'à mon époque, on est en 82, ça reste un épiphénomène. Aujourd'hui, il n'y a pas un coin sur la planète où on ne parle pas de jeux vidéo. Et aujourd'hui, les budgets accordés à l'élaboration d'un jeu vidéo, c'est juste phénoménal. Alors, dans ce travail de recherche, je me suis intéressé donc à ce lien imaginaire avec ces personnages vidéoludiques, à me demander voilà, si ça avait un impact en termes de construction psychologique. Est-ce que ça a un impact en termes de spiritualité? C'est là où j'étais culotté, puisque j'étais un des premiers à la Sorbonne à lancer des conférences sur ce sujet-là, en me disant, est-ce que finalement Mario Bros, c'est pas, finalement, ça renvoie pas à une sorte d'emblème totémique? Donc, je posais juste la question, me dire effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de, quelque part, de voir apparaître le retour de ce qu'on a appelé les religions archaïques. Donc, un rapport extrêmement donc, archaïque à la spiritualité, donc qui passe tout simplement par un lien avec un personnage imaginaire. Donc, ça a été mon hypothèse, chose que j'ai développée dans des articles, dans des ouvrages. Et puis, j'en suis arrivé bien évidemment aussi à apporter une critique en me disant, bon, je dirais ma thématique m'a un peu dépassé à un moment donné. Parce que finalement, chaque jour, il y avait une nouveauté. Donc, on est sur une culture qui est grandissante. Donc, je me suis aussi retrouvé dépassé. En même temps, peut-être avant-gardiste, en me disant peut-être qu'il y a quelque chose de religieux. Et puis, un jour, on est en 2015 et j'ai des journalistes américains qui m'appellent et qui me disent « Est-ce que c'est vous le grand maître de l'église djédaïste de France ?» Je dis « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et à l'époque, il y avait donc c'était la 3e trilogie de Star Wars. Donc forcément, inutile de vous dire que je suis également fan de Star Wars et que j'ai grandi aussi avec ces films-là. Et quand ils sont sortis, est sorti je ne sais plus le nom du volet, je ne sais plus quel épisode, c'est l'épisode 7, je crois. L'épisode 7 qui est sorti en 2015, les journalistes étaient venus me contacter pour que j'explique effectivement Star Wars, l'engouement, les fans, etc. et tous ces jeunes qui se déguisent
en Jedi, voilà, et quel intérêt? Et ce que j'avais notifié à l'époque, c'est qu'en 2015, aux États-Unis et en Angleterre, il y a des mouvements spirituels qui se sont fondés en se revendiquant de la religion Jedi. Donc, il y a eu des mouvements spontanés qui se sont créés à droite, à gauche aux États-Unis et en Angleterre, et des jeunes fans de Star Wars qui ont inventé des rituels, des mariages religieux autour de l'univers de Star Wars. Et le fait d'avoir évoqué, voilà, l'existence de ces mouvements entre guillemets religieux, fait que du jour au lendemain, on m'a assailli de questions, que les Américains ont débarqué en disant « mais c'est vous le saint patron du djédaïsme français ». Je fais « non, mais pas du tout, c'est juste que voilà, je me suis intéressé à la question ». Donc, je me suis vite retrouvé un petit peu dépassé, et que finalement, on est en 2023 et ces mouvements-là ne cessent de grandir, de s'organiser, hein, puisque effectivement, il y a toute une organisation qui se fait surtout à partir, je dirais, du monde numérique. Donc, j'en suis quand même arrivé à me poser et à poser en tout cas une critique, notamment en montrant que derrière ces technologies du numérique, on trouve quand même des dispositifs de contrôle. Donc, il y a quand même des enjeux de pouvoir. Donc, ce n'est pas non plus anodin. Il y a quand même une différence entre l'époque où les programmeurs créaient des jeux vidéo dans leur garage, et aujourd'hui, quand vous avez des firmes comme Ubisoft et qui engendrent des milliards de dollars de chiffre d'affaires, on n'est plus dans la même perspective. Et forcément, comme il y a une importance économique, il y a bien évidemment aussi également une importance politique. Donc aujourd'hui, il y a aussi des rapports de pouvoir, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le jeu vidéo, c'est aussi une manière, quelque part, de gouverner les individus. Donc, ça a aussi un avantage, je dirais, pour ceux qui ont à gouverner les pays. Donc aujourd'hui, ça renvoie bien évidemment à des enjeux de pouvoir, et je pense qu'on peut tout à fait imaginer dans le futur, je dirais, des études politiques dans la continuité de Michel Foucault, par exemple. Michel Foucault qui avait étudié justement les dispositifs de contrôle, les manières de gouverner les individus, qui avait beaucoup travaillé sur effectivement la sexualité et la manière dont les gouvernements s'accaparaient la question de la sexualité pour gouverner les individus, mais on pourrait effectivement poser la même question par rapport à la production des jeux vidéo. Je crois que ça se fait d'ailleurs aux États-Unis avec ce qu'on appelle les Game Studies. Donc, il y a des départements universitaires aux États-Unis qui sont chargés aussi de cette question-là, en montrant que derrière le jeu vidéo, il y avait aussi des questions d'ordre politique. Au niveau de la critique, il a fallu aussi, je me suis rendu compte aussi, à l'époque, ce n'était pas le cas, mais je me suis rendu compte, et c'était aussi une découverte, que le jeu vidéo créait des pathologies. Donc, il y a aussi cette question-là qui a émergé au fur et à mesure de mes réflexions, de dire, on parle d'addiction, on parle de cyberaddiction, d'addiction aux jeux vidéo. Donc, je sais qu'au Japon, il y a des cliniques qui se sont créées pour aussi soigner des pathologies physiques liées à la pratique excessive de jeux vidéo. Donc, les gamers, à force d'astiquer le joystick, on arrive à développer effectivement des problèmes articulaires, jusqu'à aller se fracturer les doigts, etc. Donc, on a aussi des pratiques qui sont extrêmement intensives. Le jeu vidéo est devenu un sport dans certains pays comme la Corée, le Japon, aux États-Unis, donc ce qu'on appelle le e-sport, donc qui, encore une fois, avec des conséquences, des enjeux économiques, politiques. Donc aujourd'hui, il existe des joueurs professionnels qui gagnent autant que nos joueurs de football, sauf que là, c'est numérique, c'est virtuel. Donc,
néanmoins, ce que je constate, c'est que voilà, il y a toutes sortes de pathologies qui sont apparues. Le fait que les pathologies qu'on connaît, comme par exemple la dépression, eh bien, on a pu observer aussi des gamers entrer en dépression à cause d'un jeu vidéo. Donc, on se rend compte que aussi les pathologies qu'on connaît, eh bien, elles sont aussi à repenser par rapport à ce qu'implique la pratique vidéoludique. Donc là-dessus, il y a énormément de chantiers à ouvrir. Donc, je dirais, moi, le constat que je fais surtout, c'est que le jeu vidéo, la culture geek, elle ouvre aussi une zone de haute pression imaginaire. Et donc, pour moi, le maître mot, ça a toujours été imaginaire, dans le sens où il faut comprendre que notre société, à partir de Descartes jusqu'à Sartre, on a vécu une société iconoclaste. Qu'est-ce que ça veut dire iconoclaste? C'est-à-dire qu'on a on a lancé une chasse aux sorcières, notamment par rapport à ce qu'on appelle l'imagination. Je rappelle que chez Descartes, l'imagination est maîtresse d'erreurs et de fausseté, donc il faut combattre l'imagination parce que l'imagination ne doit pas être la faculté humaine dominante. La reine des facultés doit être la raison, et la raison doit rester reine des facultés. Et donc, il faut bien comprendre que notre civilisation, à partir de Descartes, donc à partir du XVIIe siècle, elle va s'ériger autour d'un culte de la raison. Donc, la raison pragmatique, la raison utilitaire. Et le fait que, effectivement, cette faculté humaine devient le centre exclusif autour duquel on va construire les formations et les systèmes politiques et culturels. Donc, l'imagination, elle est, en quelque part, elle est marginalisée. C'est encore Malebranche qui dira que l'imagination, c'est la folle du logis. Et donc, jusqu'à Sartre, on aura tout un ensemble de philosophes, les philosophes des Lumières, par exemple, qui, effectivement, critiquent violemment l'imagination humaine, en disant que cette faculté, finalement, elle doit être minorée. Donc, on a une marginalisation de cette faculté. On le voit quand on s'intéresse un peu au programme éducatif, on se rend compte que les matières liées à l'imagination, comme la poésie, la peinture, la musique, sont des matières qui sont minorées par rapport aux mathématiques, par rapport à la physique, par rapport aux sciences. Donc, il y a une hiérarchisation des disciplines. Hein. C'est ce que montre Edgar Morin. Hein. Je vous renvoie à tout le travail d'Edgar Morin, justement, sur l'époque moderne et comment on en est venu à hiérarchiser les disciplines, à justement créer des spécialisations et à faire en sorte que on en arrive à se méfier justement de tout ce qui touche à l'imaginaire et notamment à tout ce qu'on appelle tout ce qui est de l'ordre de la fantaisie, de la poésie, de la fantastique, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec la mythologie, si vous voulez. Donc on est aussi dans une culture européenne qui, paradoxalement, donc, qui va s'opposer donc à tout ce qui touche de près ou de loin à la mythologie. Et paradoxalement, c'est en créant des nouvelles technologies qu'on va réintroduire justement toutes ces mythologies, toutes ces vieilles mythologies qu'on a cru bon de pouvoir évacuer de la vie sociale. Donc, c'est ce que moi j'appelle un retour du refoulé. Donc, les vieux mythes reviennent à travers toutes ces productions vidéoludiques et autres. Donc, par rapport au roman en tant que tel, pour moi, ça a été avant tout vraiment l'idée, c'était de me faire plaisir. Donc, de sortir des obligations académiques, parce que voilà, écrire une thèse, écrire un mémoire de recherche, ça vous oblige à respecter
un protocole, une méthodologie. Justement, le problème, c'est que vous n'avez pas cette liberté de pouvoir imaginer, de pouvoir poétiser, de pouvoir délirer. Vous êtes obligé de rationaliser, d'argumenter. Et voilà, j'avais cette tentation de me dire, mais je parle de l'imaginaire et je ne me suis pas permis, je n'ai pas pu m'autoriser à délirer dessus. Et donc, j'ai eu le besoin d'écrire un roman et vraiment d'exprimer tout ce qui me passait par la tête. Donc, j'ai imaginé des personnages, j'ai imaginé des scènes délirantes, tout en m'inspirant, bien évidemment, de mes observations en tant que chercheur en sciences humaines. Et j'ai choisi un style littéraire qui s'approche un peu de ce que fait Houellebecq, parce que Houellebecq, il a ce style qui me plaît bien, où il mélange à la fois une littérature un peu populaire et à la fois il mélange justement le genre de l'essai. Parce qu'effectivement, dans ses romans, parfois dans les chapitres, il joue le sociologue et tout d'un coup, dans le chapitre suivant, on passe à la narration directement. Donc, il alterne les passages purement, je dirais, intellectuels avec des passages narratifs. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté-là. Ça m'arrangeait bien, bien évidemment, de pouvoir continuer quelque part à insuffler des réflexions sociologiques et psychanalytiques tout en rentrant dans une sorte de narration. Donc, je me permets peut-être de lire un autre passage. Je ne quittais jamais mon Xperia de peur de rater un appel ou un SMS important. Toujours près de moi, jamais loin des yeux, même au fond de ma poche, j'aimais sentir sa présence par son poids, constamment allumé pour garder la connexion avec mes réseaux sociaux. Mon Xperia n'était pas seulement un téléphone, il était au-delà de cette fonction. Il me faisait penser au couteau suisse de MacGyver. Avec toutes mes applis, je pouvais aussi bien jouer à Paf le chien, lire Le Monde, visionner des films d'anthologie, écouter les hits de mon enfance, télécharger des e-books, acheter des billets de train, réserver une chambre d'hôtel, contacter une escort girl, commander une pizza ou encore prendre un selfie. Un smartphone ne se limite pas à son aspect multifonctionnel. Si certains sont aujourd'hui nomophobes, c'est-à-dire qu'ils éprouvent des crises d'anxiété terribles dès qu'ils se retrouvent éloignés de leur portable, force est de constater l'existence d'une relation affective qui dépasse l'aspect purement fonctionnel de l'objet technique. C'est que les utilisateurs investissent des émotions, des affects, des louanges ou même des espoirs dans leur mobile. Ce dernier évoque ainsi plus qu'un outil pragmatique. C'est un talisman ou un gris-gris. Il y a dans l'attitude de l'homme occidental des réminiscences qui rappellent les sociétés premières. Le geek, avec tout son attirail technologique, n'est pas si différent du papou avec ses amulettes. Le téléphone mobile est ce quelque chose d'intime que l'on peut personnaliser, habiller, coucher ou réveiller, bercé dans ses mains, façonné à son image. C'est un objet sacré, une idole postmoderne à laquelle on adresse toutes sortes de souhaits. L'idole idéale qui nous permet d'affronter nos peurs les plus profondes, d'accomplir des actes difficiles, de prendre le courage d'entreprendre des périples extraordinaires. En fait, il rend l'inconnu moins terrifiant, moins obscur. Il éclaire avec ses applis les zones d'ombre d'un quotidien qui nous échappe sous bien des formes. Mais il est à se demander si le smartphone n'est pas plutôt une peau de chagrin qui vous offre l'illusion d'une pleine puissance en échange d'une vie éphémère, mal remplie et détestable. L'illusion est persistante et d'une froideur cynique. On se targue de posséder le smartphone dernier cri sans voir que c'est lui qui vous possède et vous baise la gueule. Donc, voilà le genre de... En relisant, je me rends compte à quel point, effectivement, j'ai pu me faire plaisir. Hein, je vous l'accorde. Autant vous dire que j'en avais besoin après des années à écrire de la recherche à la Sorbonne. Je peux vous dire que ça fait du bien. Et même, j'ai envie de dire, c'est intéressant parce qu'en relisant,
ça me permet quand même de voir à quel point j'ai pu, juste dans ce passage, réussir à allier en tout cas écriture et plaisir. Ce qui est plus difficile, je trouve, quand on écrit effectivement des essais académiques, parce qu'il y a une contrainte, ou je dirais, il y a un surmoi qui est tyrannique, et c'est beaucoup plus difficile, je trouve, de se faire plaisir. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce que je dirais, c'est qu'il y a une certaine liberté que je retrouve. Allez, un petit dernier pour la route. Alors. Écoute, Frédéric, moi, j'avais sélectionné le page 138. J'avais en face de moi. Alors, j'ai sélectionné 2 passages. Page 138, j'avais en face de moi des joueurs qui bondissaient. Alors, si tu veux que je le fasse, tu le fais ou je le fais? Vas-y, fais-le. J'avais en face de moi des joueurs qui bondissaient dans tous les sens et qui connaissaient la moindre recoin des maps. Les shoots étaient précis, les clics intenses, la concentration extrême. Ils investissaient le jeu Counter-Strike comme si celui-ci avait été leur dernière bouée de sauvetage. Ils ne vivaient que pour CS et ça se sentait. Après tout, les hommes s'accrochent à peu près à tout tant que ça leur permet de supporter l'inconsistance de l'existence et l'attente de la mort. Écologie, cocaïne, méditation transcendantale, socialisme utopique, cosplay, escorting, tourisme, gaming, échangisme, bouddhiste, running, cinéma, booze, civitas, goodies, sushi, chiptune, Star Wars, scientologie, Justin Bieber, Tanga et enfin e-sport reflètent quelques-unes des bouées de sauvetage que les hommes investissent pour se donner l'illusion de pouvoir dire merde à la tombe. Alors, j'avais choisi ce petit passage et il y en a un autre où j'ai bien ri. La réponse, alors, hello Tara, bien que je sois loin d'être un Hidalgo à la Julio Iglesias, que j'adore écouter en sirotant un mojito, je suis un beau militaire ténébreux qui aime faire rire les jolies demoiselles. Je précise que je suis un vrai gentleman à la Jack Bauer. Moi, je ne laisse jamais les femmes payer l'addition. J'aimerais vraiment te découvrir. La réponse ne tarda pas et révéla la pertinence de mon stratagème. La belle Tara se livrait à moi, ingénue et déterminée, prête à être consommée. Haut-parleur, beau gosse, tu m'emmènes visiter ta caserne? Écrit-elle. Elle a mordu à l'hameçon. Je vais devoir à présent la jouer militaire de l'armée de terre spécialisée dans le renseignement. Ça fera plus crédible que soldat d'infanterie. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a autant l'essai, l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, que le côté narratif et l'imaginaire qui revient aussi. Et cette question, c'est justement, est-ce que ce n'est pas ce combat contre l'imaginaire qui a créé ce besoin de se jeter comme ça dans des jeux et dans une vie virtuelle? Complètement. C'est un retour du reflet. Tu nous fais un autre passage ou on laisse On peut poser des questions, on peut des questions? terminer la discussion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire, c'est pour ça. Là. Pauline. Oui, bonsoir, merci. Juste pour rebondir tout de suite, du coup, tu penses quoi du métaverse? Parce que là, ça serait l'ultime accès au monde virtuel. On serait complètement déconnecté de la vie réelle. On pourrait vivre toute notre vie dans le métaverse. Si j'ai bien compris en quoi ça consistait, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Mais... alors, sur le métavers, si je rappelle bien, c'est le fait de vivre pleinement dans les mondes numériques. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, on voit certains phénomènes comme au Japon, justement les jeunes qu'on qualifie d'ikikomori, donc qui finalement sont connectés 24 heures sur 24 à la matrice et qui ne sortent même plus de chez eux, puisqu'ils se font livrer leurs courses à domicile, etc. Donc, il y a véritablement zéro vie sociale. Donc, moi, globalement, il y a vraiment, au moment où j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas encore.
Donc, il n'y avait pas tout ce phénomène-là, on ne parlait pas encore de pathologie. Donc, c'est venu vraiment progressivement à partir de l'explosion des réseaux sociaux. Ça s'est joué à partir de 2006-2007 où voilà, Facebook a explosé, où on a commencé à vivre online. Hein. Donc, on a eu notamment à travers des sites comme Second Life ou comme Warcraft, où voilà, c'est des univers online et où on peut passer voilà, toute la vie sur ces univers-là. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que indéniablement, on a quand même affaire aujourd'hui à quelque chose qui relève du pathos. C'est-à-dire que l'imaginaire, et d'ailleurs une de mes références quand j'ai commencé mon travail, très bizarrement, c'était le livre de Michael Ende, L'Histoire sans fin. Vous connaissez le film? Le livre est plus précis, je pense, parce qu'en gros, c'est un gamin justement qui supporte plus la vie réelle, hein, un gamin qui a perdu sa mère. Le père est très rude avec lui, il lui demande de prendre ses responsabilités alors que le gamin a 10 ans. Et donc le gamin souffre parce qu'il n'arrive plus à aller à l'école, il ne supporte plus l'idée de l'absence de sa mère, et il se réfugie dans le monde imaginaire. Donc il prend un roman qui est complètement fantastique, où il se prend à être un chevalier qui va sauver un royaume, qui va sauver une princesse. Et ce qui se passe, c'est que le livre montre qu'il va se laisser embarquer par ce monde imaginaire et il va finalement s'enfermer dedans. Et le livre montre par la suite que la vraie quête, c'est réussir à sortir du monde imaginaire et à prendre le meilleur du monde imaginaire et à le ramener dans le réel. Et le livre s'inspire en réalité d'une théorie qui m'a beaucoup inspiré, qui est la théorie du monomythe de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est un anthropologue américain qui a écrit en 1949 Le héros aux mille et un visages. Et en fait, c'est un anthropologue qui a beaucoup lu Jung et qui a justement fait ce travail formidable. Il a analysé des milliers de récits mythologiques autour du héros et il s'est rendu compte que la plupart des récits mythologiques en fait, comportaient les mêmes stades narratifs. Et que dans la plupart des stades narratifs, effectivement, on avait les mêmes situations et il y avait toujours cette idée d'acquérir finalement un objet, par exemple le Graal, donc qui représente effectivement l'objet imaginaire par excellence, mais toujours dans cette idée de pouvoir le ramener dans la vie réelle. Et donc le monomythe, le récit du monomythe se termine toujours par cette question, c'est comment le héros arrive à sortir du monde imaginaire et à ramener quelque chose dans le monde réel. Et je trouve, j'ai appelé ça le complexe de Bastien, j'en ai fait un complexe en psychologie, pour parler effectivement de ces enfants qui ont tendance à s'enfermer dans ces mondes imaginaires et qui n'arrivent pas à revenir dans le réel. Et ça a été tout le sens de ma thèse, de montrer, dans le sens de Jung, c'est qu'en fait, on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre que dans le réel, et on ne peut pas vivre non plus que dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a besoin, et c'est un peu l'idée de Jung, avec l'individuation, on a besoin de conjuguer l'imaginaire et le réel. On a besoin de faire en sorte que ça puisse se juxtaposer, mais tout en gardant la différence entre les deux. Merci Frédéric. Loïc? Oui, peut-être sur la même lignée, je m'interrogeais sur le lien notamment avec le thème de la furtivité, tel que notamment l'avait posé Damasio, et l'idée que peut-être cette résurgence qu'on voit apparaître dans l'imaginaire, c'est peut-être aussi une réaction justement à un monde qui se retrouve capté totalement par le capitalisme, dans lequel il n'y a plus de place pour des rituels qui seraient habités, pour justement une façon de vivre avec le réel, et que finalement l'imaginaire pourrait devenir comme une façon d'y échapper pour retransformer le réel.
quelle serait ta lecture, toi, par rapport à ça, sur la question de la furtivité? Alors, moi, je me suis penché sur l'idée, effectivement, qu'il y avait des limites à l'esprit cartésien, que ça fait partie de l'évolution de Sapiens. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture que mon éditeur avait choisie. Je ne sais pas si vous voyez. Non, on ne voit pas bien, on ne voit pas très bien. Il, Lève un peu plus, lève-le un peu plus. Ah, je sais pas. Est-ce que vous voyez la couverture que je mets? Alors, vous voyez, Oui. il y a la théorie de l'évolution. En fait, on voit effectivement le singe australopithèque, on voit Erectus sapiens, l'homme moderne, et puis on voit le geek avec l'écran. Et donc, je rappelle que généralement, quand on est auteur, malheureusement, on ne choisit jamais les couvertures, c'est toujours l'éditeur qui vous l'impose. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que ouais, il se trouve que maintenant, je travaille beaucoup sur la théorie de l'évolution. Et les anthropologues disent qu'au niveau de l'évolution de Sapiens, donc il y aurait un premier stade qu'on appelle la première naïveté, qui fait que notre ancêtre, il croyait spontanément à l'existence des entités imaginaires. Et d'ailleurs, cette première naïveté, on l'a tous vécue quand on était enfant. L'enfant croit spontanément au Père Noël. Ensuite, il y a un deuxième stade évolutif que les anthropologues appellent le stade critique. Le stade critique, c'est le moment où en fait on prend une distance par rapport à cette première naïveté et on remet en question, si vous voulez, l'existence même des dieux et le fait même de la croyance. Donc ça, c'est le stade critique qui a rendu possible effectivement l'ère cartésienne. C'est-à-dire, sans le stade critique au niveau du cerveau humain, on ne pourrait pas être dans la société dans laquelle on est. C'est parce que aussi le cerveau a évolué et qu'on est capable de mettre une distance par rapport à cette relation aux entités imaginaires qu'on a pu évoluer. Le souci, c'est qu'on se rend compte que ce deuxième stade nous mène aussi aujourd'hui dans une impasse. C'est-à-dire que le cerveau aujourd'hui, eh bien, au niveau cérébral, on a une dominante de l'hémisphère gauche sur l'hémisphère droit, c'est-à-dire une dominante du cerveau rationnel sur le cerveau émotionnel, qui explique, encore une fois, qu'on ait cette méfiance vis-à-vis de tout ce qui est attrait à l'imaginaire, à la mythologie. Parce que nous sommes éduqués, nous sommes façonnés à être critiques, à être rationnels. Et ça fait partie de notre évolution. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est ma première hypothèse, c'est qu'on ne peut pas revenir à un stade antérieur. C'est-à-dire que c'est impossible. Une fois qu'on a dit non à la première naïveté, qu'on a épousé le stade critique, on ne peut plus revenir en arrière. Par contre, il y a un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur et qui a réfléchi sur ce qu'il appelle la seconde naïveté. C'est-à-dire que c'est en critiquant que peut-être je peux réintroduire une nouvelle façon d'adhérer à une foi. Donc, ça serait une seconde naïveté. Donc, le fait de créer une relation spirituelle, pour le coup, mais qui dépendrait de ma faculté, justement, à rationaliser, c'est-à-dire à penser de manière critique, mais en même temps à utiliser cette critique, si vous voulez, cette critique à des fins qui seraient spirituelles. Alors, je ne sais pas si c'est clair, parce que ça reste bien évidemment des hypothèses, mais ça voudrait dire que je n'adhère plus à une croyance sur le mode du spontané, mais sur le mode réflexif. C'est-à-dire que pour adhérer à une croyance, j'ai besoin d'un argumentaire, j'ai besoin effectivement d'ouvrir ma raison pragmatique, mais peut-être de l'associer à une forme d'imagination symbolique. Donc, l'ouverture au spirituel se ferait sous le prisme, j'irais, d'une pratique critique. Merci Frédéric. D'autres questions?
Laurent, Oui, bonsoir. J'ai une question qui s'adresse en particulier aux analystes. Est-ce que vous avez déjà reçu, et si oui, des parents ou des enfants accompagnés de leurs parents, des ados ou de jeunes adultes, des post-adolescents addicts aux nouvelles technologies, en particulier aux jeux vidéo? Et si oui, en quoi la psychanalyse peut aider un parent, peut aider un adolescent ou peut aider un adulte quand il est sous addiction de ce type de support? Merci. Alors, voilà, ça fait partie effectivement des cas cliniques qu'on rencontre de plus en plus. Donc, il y a une demande qui est forte. Donc, on a beaucoup de situations de cet ordre-là. Moi, premier constat, la première observation que je fais, c'est tout de suite de dédramatiser. C'est-à-dire que souvent, les parents viennent et on a cette tendance à diaboliser le jeu vidéo, et à croire qu'il faut, il faut abolir, il faut interdire, etc. Et à croire que le problème vient du jeu vidéo. En réalité, non, c'est plus complexe. C'est que le problème, il vient du rapport entre le joueur et le jeu. Et également ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe donc dans l'ensemble de la vie du joueur, parce que le jeu vidéo, effectivement, bien, devient aussi l'espace dans lequel je vais pouvoir cristalliser des besoins, des manques, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent. En réalité, il y a toute la réalité psychique qui se joue dans le jeu. Et je vous renvoie à Mélanie Klein. Mélanie Klein, voilà, qui a introduit quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la psychanalyse, qui a introduit la technique par le jeu, qui explique que avec les enfants, on ne peut pas travailler avec l'association libre comme on le fait avec les adultes. On ne peut pas travailler de la même manière. C'est-à-dire que ce qu'elle introduit, c'est l'idée que le jeu est aussi digne que le rêve. Donc, on est sur le même plan d'égalité. Donc, il faut considérer, c'est-à-dire interpréter le jeu de l'enfant comme si on interprétait aussi le rêve d'un adulte. Il faut lui donner autant de noblesse. Et effectivement, si vous voulez travailler avec les enfants, il faut travailler avec les jeux vidéo. C'est avec les jeux vidéo qu'il va falloir travailler. Et c'est là pour avoir des résultats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller contre le jeu vidéo, il faut être avec le jeu vidéo. Et le jeu vidéo est l'occasion de faire parler l'enfant. Parce que souvent, ce que je constate, c'est un rejet des parents par rapport à l'objet vidéoludique. Que souvent, on va avoir une sorte de rejet, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans le jeu vidéo, alors qu'il se passe beaucoup de choses. L'enfant est en interaction et il y a beaucoup de choses qui se disent. Et donc, c'est l'occasion, effectivement, de pouvoir accompagner l'enfant et de le faire parler sur ce qu'il est en train de faire dans le jeu vidéo. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y a un manque d'éducation, surtout. C'est ce qu'aurait dit Jung. Jung, il disait un truc très juste. Il disait, c'est un truc de dingue. Tout le monde s'inquiète de l'éducation des enfants, c'est-à-dire que les adultes n'arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles, l'éducation des enfants. C'est incroyable. Les adultes en oublient eux-mêmes leur éducation. Jung, il se dit, mais vous croyez que parce que vous avez 30 ans, 40 ans, que vous n'avez plus à suivre d'éducation? Vous rigolez, quoi? Parce que Louis Jung, dans ses textes, il dit, mais quand on a 40, 50 ans, ben, il faut continuer l'éducation. Quand on devient parent, il nous faut une éducation. Ça ne tombe pas du ciel. Vous croyez que dans les tribus, comment on fait quand on devient parent? Il y a une éducation à la parentalité. Elle est où l'éducation à la parentalité aujourd'hui? C'est où qu'on éduque les adultes? Ah là, il est assez virulent là-dessus. Et je me rends compte qu'en 2023, c'est toujours le désert éducatif en ce qui concerne les adultes. Et il y a beaucoup à faire, hein, croyez-moi, hein, parce qu'il faut revenir sur aussi l'éducation parfois qui a raté. C'est ce que disait aussi Freud à l'époque quand il disait à juste titre que la psychanalyse, c'est une post-éducation. Donc, il faut revenir aussi sur les bases éducatives. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup à faire.
un travail monumental. Et Mélanie Klein, elle s'est vraiment attachée à tout ce travail-là. C'est pour ça aussi que le monde anglo-saxon est aussi marqué par le travail considérable de Mélanie Klein. Laurent, une autre question? Et une question annexe pour les patients que vous recevez en cabinet. Quelle pathologie développent les enfants et les adolescents? Parce que c'est essentiellement la catégorie d'âge qui est le plus touchée par les smartphones, les jeux vidéo et les télévisions et autres supports numériques. Est-ce que vous avez, au fil des années, constaté un isolement, une désocialisation, une montée des angoisses, un isolement même dans la structure familiale, une agressivité, des insomnies, des pathologies qui se sont développées et qui n'existaient pas avant? Il y a des pathologies qu'on connaît qui, effectivement, se sont amplifiées, par exemple, les névroses d'angoisse. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on observe largement à travers la pratique vidéoludique. Hein, ça renforce même la névrose d'angoisse. Il y a des pathologies, effectivement, j'irais dans un certain sens, qui sont nouvelles, hein, comme il existe par exemple des paraphilies. Donc, il y a par exemple des perversités sexuelles liées à des machines, donc, ou à des robots sexuels, etc. Donc, il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Il y a l'idée, effectivement, du no-life, c'est-à-dire d'une personne qui va cesser de s'alimenter, par exemple, et continuer à jouer aux jeux vidéo et jusqu'à oublier de s'alimenter. Donc, en réalité, effectivement, on a un spectre qui est assez large. Et encore une fois, ce que j'observe, et c'est dans la continuité de ce que disait Jung par rapport à la question de la dissociation psychique. C'est-à-dire que Internet n'a pas résolu le problème de la dissociation psychique, le fait qu'on distingue toujours le rationnel et l'émotionnel d'un côté. Au contraire, ça n'a fait que renforcer la dissociation. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne peut pas dépasser ce problème-là. Mais la question, elle est assez simple, c'est que pour dépasser, gérer cette problématique-là, Jung nous dit il faut de l'individuation. C'est-à-dire qu'il faut quand même des dispositifs capables de conjuguer à la fois rationnel et émotionnel. C'est-à-dire qu'on puisse, à un moment donné, pouvoir penser de manière contradictorielle. Or, nous sommes toujours dans ce que Jung appelle des logiques schizoïdes. C'est-à-dire que malgré les outils technologiques, on continue à préserver des logiques dissociatives. C'est-à-dire qu'on est toujours dans quelque chose qui reste manichéen, si vous voulez, qui reste extrêmement dissociatif. Et pour Jung, c'était pour lui la principale cause des pathologies névrotiques. C'était le problème de la dissociation cognitive. Le fait qu'on ait ces tendances, et cette tendance, elle se reflète surtout dans nos pédagogies. C'est-à-dire, à mon avis, tant qu'on continuera à penser le monde et à former nos enfants à partir de cette logique-là, on ne pourra pas espérer que ça cesse juste en créant des nouvelles technologies. Puisqu'il y a bien un moment donné où il faut penser l'accompagnement. Et c'est comme ça qu'il faut, à mon sens, penser le rôle de la psychanalyse, comme finalement de l'accompagnement, de la reconstruction peut-être, par rapport à des logiques éducatives et autres qui ont montré leur côté, je dirais, délétère. Donc, je parle bien évidemment pour ce qui est de mon dada, puisque vous aurez compris qu'en tant qu'analyste,
je suis plutôt jungien et freudo-marxiste. Donc, il est sûr que sur une perspective freudo-lacanienne, on pense les choses différemment. Hein, c'est sûr que, je le rappelle, hein, il y a un clivage politique au niveau des écoles psychanalytiques. Entre Freud et Jung, il y a un gros clivage politique parce que Freud était conservateur. Quand je dis qu'il était conservateur, c'est qu'il estimait que l'éducation occidentale, il n'y avait rien à retoucher, que de toute façon, l'être humain doit se soumettre aux principes de réalité. C'est-à-dire que pour Freud, il faut se soumettre à la loi. C'est-à-dire mon désir, je dois accepter que il faut accepter de le mettre de côté et de le sublimer. Alors que les freudo-marxistes pensent le contraire. Ils pensent que le désir, eh bien, justement, c'est à la loi de se soumettre au désir. Donc, on a vraiment des postures politiques qui sont effectivement qui sont opposables. Hein. Donc maintenant, moi, je veux dire, je m'exprime en mon nom. Hein. Là, ce que je dis, c'est pas au nom de l'APE, parce qu'au niveau de l'APE, chacun est libre de construire sa pratique selon ses convictions, selon ses postures réflexives. Hein. En tout cas, moi, je parle surtout par rapport aux convictions qui sont les miennes. Hein. Donc, voilà, je suis effectivement plutôt jungien et freudo-marxiste que freudien et lacanien. Ça, c'est clair. Mais je respecte néanmoins les postures de chacun. Merci Frédéric. Alors, j'ai une petite question qui m'est venue comme ça. Plaisir de lire, désir ou jouissance d'écrire? C'est à l'écrivain que je m'adresse. Je pense un peu des trois. Oh. Vraiment un peu des trois. Ouais, complètement. Le plaisir parce que c'est le fait de pouvoir mettre justement de pouvoir satisfaire un désir. Donc c'était le désir de créer un monde imaginaire. Et ça, effectivement, c'est plutôt voilà, c'est quelque chose qui aboutit. Et puis jouissance, parce que effectivement, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un orgasme aussi. Hein. Ça a été vraiment très jouissif d'écrire un roman, et beaucoup plus jouissif que, je dirais, d'écrire un essai. Donc, il y a aussi cet aspect-là où, je dirais, ouais, on est quand même assez proche de l'orgasme sexuel hein, quand on écrit un roman. Il y a quelque chose de très charnel, d'ailleurs, je trouve que j'ai moins ressenti avec la forme de l'essai. Je te remercie. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions pour ce soir. On va s'arrêter là. Ah si, Laurent. Un peu inépuisable, étant proche de ce sujet-là dans mon entourage, donc j'ai des questions évidemment. Alors moi, c'était une question plus générale, liée au trauma. Est-ce que, c'est par rapport aux propos de Frédéric au début dans son liminaire, est-ce que le virtuel et non l'imaginaire, hein, je dissocie bien, je sépare bien les deux, est-ce que le virtuel peut aider à se structurer et peut être de fait une aide psychique pour un enfant, un adolescent, quand il a subi un trauma? Complètement. Complètement. Encore une fois, je crois beaucoup à ce que j'appelle la pédagogie de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin d'être accompagné. Quel que soit l'outil imaginaire que vous allez utiliser, que ce soit un film, un conte de fées, un jeu vidéo, l'enfant va avoir besoin d'un référent, ce qu'on appelle dans les mythes un mentor, et ce mentor, il va faire la connexion entre le besoin de l'enfant et, je dirais, la bonne référence imaginaire. Donc, c'est aussi aux adultes de proposer des références imaginaires. C'est-à-dire que si on laisse l'enfant faire, parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on laisse le gamin sur Netflix, sur YouTube, et on ne regarde pas ce qu'il regarde. Et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est-à-dire que le gamin, il va regarder tout et n'importe quoi. Et si on laisse, il est possible effectivement qu'il se mette à regarder des choses qui, au contraire, qui peuvent nourrir son traumatisme. Puisqu'on trouve vraiment de tout sur Internet. Le pire comme le meilleur. Tout
tout comme la littérature, parce qu'il faut aussi se rappeler, je dis souvent que quand l'imprimerie a débarqué en Europe, quand il y a eu les salons de lecture, c'était incroyable, au XVIe siècle, on a des salons de lecture, on commence à lire toutes sortes d'histoires, ça crée des scandales. Ça crée des scandales parce qu'on avait, on avait accès à tout et n'importe quoi. Autant on avait accès à des livres qui étaient officiels, autant on avait des livres sulfureux qui étaient, je ne sais pas combien de livres ont été interdits. Mais il y a toujours eu ce problème-là aussi effectivement, de la pédagogie imaginaire, c'est-à-dire conseiller effectivement les bonnes références imaginaires aux enfants. Parce que derrière, il y a un enjeu. C'est quoi l'enjeu? C'est la morale, la conduite morale. Parce qu'il faut quand même peut-être finir là-dessus, hein, toujours une question de moralité. Et le problème du psychanalyste, il est assez simple, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de morale absolue universelle. Ça n'existe pas. Ça existe peut-être chez le croyant, mais chez l'analyste, ce n'est pas possible. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il existe plusieurs mondes humains isolés les uns les autres, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs systèmes moraux. Il n'y a pas une morale universelle. C'est-à-dire que chaque monde, chaque culture humaine a une morale différente, un comportement. Et si vous avez l'occasion de voyager, vous verrez que c'est manifeste. Ce que vous pouvez faire en France, vous ne le ferez pas en Thaïlande ou au Japon. Parce que les lois sont différentes, les règles sont différentes, les coutumes. On ne se comporte pas de la même manière, l'éducation est différente. Donc, le problème, et c'est le problème que aussi souligne Jung, où se situe le bien et le mal. Et chacun, en fin de compte, chacun a une réponse aussi différente. Donc, il est là aussi le problème, c'est que j'ai à aider l'enfant à se construire moralement, mais qu'est-ce qui est, où se situe le bien et le mal, qu'est-ce qui est vraiment le plus juste possible, c'est un vrai casse-tête en réalité. Donc c'est pour ça que généralement, en tant que parent, on va plutôt confier cette responsabilité à l'institution, voire à YouTube ou à Netflix. Parce que nous-mêmes, on a fini par oublier de se poser la question. Ce qu'on fait que reproduire des systèmes passés. Hein. Je rappelle que même le système éducatif actuel, quand Ferry a créé l'école républicaine, c'est pas, je veux dire, ses fondations, elles viennent pas de la cuisse de Jupiter. Ça s'est quand même fondé sur l'ancien système éducatif religieux. Ensuite, on a gommé les références, les références religieuses ont été gommées, mais le système fonctionnel, il a été complètement calqué. Et notamment la manière de punir les enfants, par exemple, la manière de créer, de gouverner, de former, etc. On a quand même gardé une base qui vient d'un ancien système. Donc, vous voyez, c'est important aussi de faire la généalogie, de comprendre finalement nos pratiques, elles remontent à quand, c'est quoi les racines, c'est quoi l'étymologie de toutes ces pratiques-là. Enfin, en tout cas, moi voilà, quand je travaille avec les familles, je travaille beaucoup sur les besoins des familles, c'est-à-dire je pose des questions aux parents, comment ils ont envie d'inscrire leur éducation, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur manière de voir le bien, le mal, c'est quoi leur référence imaginaire, parce que c'est important. C'est important de voir, parce que c'est dans les références imaginaires qu'on va observer justement la question du comportement moral. Que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit la vie de Bouddha ou la vie de Maître Yoda, il est question d'un comportement humain à appliquer dans la vie quotidienne. Donc, finalement, la référence imaginaire, elle a un rôle éducatif qui est vraiment fondamental. Donc, à nous aussi, en tant que parents, en tant qu'adultes, de conseiller tout simplement nos enfants et de dire, par exemple, je peux conseiller Bilbo le Hobbit. C'est un livre merveilleux qui est tout à fait adapté à l'enfant. Par contre,
j'irais donner GTA à un enfant. Alors GTA, c'est un jeu vidéo où on incarne un criminel qui a la capacité de tuer tout ce qui bouge. Là, effectivement, on est sur une morale qui est peut-être pas forcément adaptée à ce que je transmette à mon enfant. À moins que, effectivement, je vive comme un mafieux et que dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais elle est là, vous voyez, la question, elle est importante. C'est que, est-ce que la référence imaginaire auquel mon enfant a accès, est-ce que ça concorde avec un système éthique sur lequel je me sens en accord, on va dire en congruence. Donc, et je pense que c'est une question qu'il ne faut jamais cesser de poser en séance. Il y a une référence imaginaire et il y a mon code moral. Voilà. Et c'est quoi mon code moral? Et est-ce que ce code moral, il est en phase avec cette référence imaginaire? Voilà, tout simplement. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire, parce que sur le terrain, on se rend compte que la plupart des familles sont assez perdues sur cette question-là. Il y a véritablement un trou qui est béant, un manque. C'est-à-dire, les gens ne savent plus à quel saint se vouer. J'utilise le mot saint, ce n'est pas anodin, parce que ça renvoie également à Melanie Klein, le fameux saint maternel. Effectivement, il joue aussi ce rôle-là, hein, le fait de conduire l'enfant vers une éthique, vers un comportement. Donc, c'est là où c'est sournois, c'est-à-dire que c'est pas avec le surmoi qu'on va éduquer l'enfant, parce qu'il y a toujours cette incompréhension. On croit souvent que c'est en disant à l'enfant, tu dois m'obéir et tu dois faire ce que je dis. Tu vas étudier, tu vas avoir des bonnes notes, tu vas me faire plaisir. Alors, c'est surtout pas ça qui marche au niveau de l'éducation, parce que en fait, ça, ce qu'on dit en analyse, c'est que c'est un effet de castration, le surmoi, surtout quand il est tyrannique. Et donc, en fait, ça brise la psychologie de l'enfant. Ce qui assure à l'enfant son éthique personnelle, c'est en fait de donner de l'amour. Donc, il faut que ça vienne du moi et non du surmoi. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est important, c'est ce que dit Melanie Klein, c'est important que l'éducation se fasse par le jeu et l'amour, et pas par la relation de pouvoir, parce que le surmoi, c'est une relation de pouvoir, c'est une relation d'obéissance. Et c'est paradoxal, parce qu'effectivement, nous, on a tendance à dire, mais non, il faut forcément faire obéir l'enfant. Faire en sorte que, effectivement, c'est tous les dogmes qu'on trouve dans nos systèmes institutionnels, la question de l'obéissance. Alors bon, là, ça mérite effectivement qu'on fasse un autre cours sur la question de l'obéissance, parce que c'est la question de l'obéissance, la question du surmoi dans la construction psychique, parce que c'est vraiment fascinant. Merci Frédéric. Merci Frédéric pour tout ce que tu as pu nous transmettre ce soir. On va s'arrêter maintenant. C'est OK pour toi? Oui, c'est parfait. C'est parfait, OK. Ça marche. Bonsoir à toutes et tous et je vous dis à samedi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de semaine. Merci. Bonne soirée.